Et comme disait Luxury Event, il dit: «Le DOT reviendra, la technologie est exceptionnelle, le VET aussi niveau RWA». Alors méfiez-vous aussi, hein, la techno, oui, c'est intéressant, mais je veux dire la plupart des normies et des personnes que vous retrouvez en crypto, la techno, ils s'en tapent un rein, hein, mais vraiment, mais d'une force, vous pouvez pas savoir, hein. D'ailleurs pour ça que la partie, Memcoin a eu, tellement le vent en poupe là ces derniers temps avec les agents IA et tous ces trucs-là. Oui, c'est une part du gâteau et un projet qui a zéro fondamental, qui a une techno pourrie, qui a aucune veille, qui a aucun moyen de concurrencer en fait ce qui existe sur le marché, et cetera. Évidemment que ça va être plus compliqué pour lui pour, capter des parts de marché que d'autres cryptos. Mais c'est pas parce qu'une crypto a une très bonne, technologie que forcément il va bien performer, hein. D'ailleurs, le fondamental, Polkadot, c'est c'est une exemple chose. même. Ben oui. Polkadot, c'est exemple même, en fait. Ouais. C'est-à-dire que Ouais. la techno, effectivement, elle est intéressante. Il surfait déjà sur un narratif qui était les connexions inter-blockchain. Et là, on voit que Ethereum est en train de faire un changement de paradigme à ce sujet-là. On en parlera juste après. Mais quand on voit les auctions, qui avaient été le gros truc de chez Polkadot, hein, Les vas-y, on parachains. fait des auctions pour essayer de vendre les slots, pour avoir la meilleure offre. Aujourd'hui, la très, très grosse majorité des auctions qui ont été gagnées par des projets, les projets sont morts sur la blockchain, en fait. Ils sont connectés, effectivement, au réseau de Polkadot, mais ils sont complètement morts dessus. Ils apportent strictement rien. Il y en a quelques-uns qui marchent, je dis pas tous, mais il y en a quand même une grosse majorité. Et il y a cette problématique-là. Et jusqu'à présent, c'est vrai que j'étais assez d'accord avec toi, Thibaut, sur le fait qu'il fallait qu'il y ait la possibilité d'interconnecter les blockchains pour faire passer les flux de données, pour essayer de récupérer les différents échanges et pour pallier à ce problème de scalabilité. Pendant le dernier live où je vous ai parlé d'Ethereum, Vitalik, il a une autre vision et je pense qu'elle est pas tout à fait fausse. Pendant très longtemps, j'ai pensé que le monde de demain serait une multitude de blockchains qui seraient interconnectées avec des usages spécifiques pour chaque blockchain. Aujourd'hui, je suis plus mitigé et je me dis qu'une blockchain comme Ethereum qui fait la colonne vertébrale et avec une multitude de layer 2 qui, elles, sont spécialisées dans des usages différents, serait peut-être beaucoup plus pertinent. Et on l'a vu, hein, c'est Célio, comment s'appelle la blockchain, verte sur téléphone portable? Celo, si c'est Celo, C'est l'eau, ouais. CELO, qui, est en train de dégager sa layer 1 pour devenir une layer 2 sur Ethereum. Bah, pour moi, c'est peut-être un prémisse, en fait, de ce qui va se passer dans le futur et se dire qu'on aura toujours plusieurs blockchains. Là, je reste, d'avis qu'il y a pas une blockchain qui va tout gérer, mais qu'il y en a une qui sera vraiment tellement importante qu'elle absorbera les problématiques d'interconnexion blockchain qu'il y avait. Et donc des technos, on se dit, bah, Polkadot, leur objectif principal, c'était de révolutionner ça, de faire que l'interconnexion entre blockchains. Est-ce qu'aujourd'hui, il y en a encore autant besoin qu'il y en avait en 2021? C'est une vraie question, hein, c'est une question que je vous pose ouvertement. Moi, la réponse que j'ai à l'heure actuelle, c'est qu'on n'a plus ce besoin-là parce que Ethereum est en train d'évoluer de manière à permettre justement aux nouveaux projets de venir se greffer dessus et avec cet aspect, modulaire, à pouvoir permettre aux nouvelles blockchains de pouvoir avoir leur spécificité sans avoir besoin de faire la maintenance de la layer 1. Je sais pas ce que tu en penses, hein, toi, Thibaut? Si, si, moi je suis d'accord. Après, ce qu'on dit, ça reste toujours d'actualité, c'est-à-dire de dire qu'il n'y aura pas qu'une seule et unique blockchain, il y en aura plusieurs. Après, de se dire, est-ce qu'il y a un intérêt d'avoir une cinquantaine de layer 1 différentes qui, pour le coup, n'apportent pas grand-chose, si ce n'est que des transactions plus rapides et des transactions avec des frais plus faibles. Le jour où il y a une vraie résolution, et d'ailleurs, ça fait des années qu'ils travaillent dessus sur Ethereum, et le jour où ils arrivent à résoudre ce problème de scalabilité et d'augmentation des frais de gaz sur la couche 1 d'Ethereum, c'est la mort pure et dure de toutes les autres blockchains qui n'ont que ça en termes de plus-value. C'est ça la réalité, hein. Donc après, voilà, faut se poser la question. Évidemment, il peut y avoir des problématiques. Ça ne veut pas dire qu'ils vont réussir, mais jusqu'à présent, il y a eu quand même, depuis la création d'Ethereum et depuis son ICO, il y a eu 16 grosses mises à jour, zéro downtime sur Ethereum, hein. Ce qui n'est pas capable d'être dit sur l'intégralité des autres blockchains, y compris sur Bitcoin, hein, accessoirement. Ah, mais c'est pas vendeur. Il y a aucune blockchain qui va arriver, qui va te dire: «Ouais, tu sais, nous, on a eu du downtime, tu sais, quand la blockchain s'est arrêtée, bah, c'est normal, en fait, qu'elle se soit arrêtée». C'est le grand jeu aujourd'hui. Mais bon et pareil, est-ce qu'une blockchain qui a déjà été arrêtée une fois, c'est rédhibitoire d'un point de vue invest? Tu vois? C'est aussi ça. Ah, c'est clair.
C'est pour ça que les gars, en fait, c'est important de se poser les bonnes questions, de comparer, etc. Et quand on vous parle aussi de fondamental, il y en a beaucoup qui nous disent ouais, mais le fondamental, c'est pas une garantie de performance. C'est pas ce qu'on dit, hein. L'avantage d'analyser fondamentalement des projets et de ne pas faire que ça, hein, quand vous analysez des projets, en plus d'ailleurs, après, vous faites de la technique, vous faites de l'analyse on-chain, etc. Vous faites tout, en fait. Le triptyque en crypto, c'est analyse technique, analyse fondamentale, analyse on-chain. Quand vous avez tout qui vous pousse vers la même direction, ça vous renseigne quand même sur un certain nombre de choses. En plus, quand vous connaissez les cycles, les, euh, les niveaux, différents niveaux de liquidité, etc., évidemment, vous êtes capable de vous dire, OK, ce projet-là, il est intéressant. La plupart des personnes, s'ils les intéressent, pour autant, il y a encore des baleines qui en accumulent énormément. Il est encore énormément en dessous de la TH. On est sur une zone de support super intéressante. Au niveau des liquidités, on se situe à peu près ici. Bon, est-ce que je prends le risque de rentrer dedans? Il y a toujours un risque, hein. D'accord, hein. Mais le fait d'analyser fondamentalement un projet et pas que de se dire, bah, fondamentalement, la techno, elle est intéressante, c'est basé sur quoi? C'est basé sur quoi? La plupart des gens qui vont te dire la techno, elle est intéressante ou ce projet, il est intéressant, on va révolutionner les RWA. La dernière fois que j'ai entendu ça, c'était sur le projet OM. Ah bah, il a vachement révolutionné les RWA. En fait, il a fait un putain de rug pull, genre en quelques mois, le truc. Genre, il n'y avait rien dedans. Il n'y avait rien. Les partenariats, ça représente rien. Mais l'avantage d'analyser fondamentalement un projet, mais tout, hein, c'est-à-dire la communauté, l'équipe, l'historique, la tokenomics, tout, ça vous permet d'identifier les risques, de comprendre vraiment ce que vous retrouvez à l'intérieur d'un projet et d'être capable de vous dire j'y vais pas. Et si vous décidez d'y aller, c'est que vous connaissez le projet à 360 degrés, qu'encore une fois, vous en avez identifié les risques, parce qu'il y a toujours des risques. Et après, vous dites, OK, le ratio risque-rendement, est-ce qu'il est en ma faveur? Oui, non. J'y vais pas. Je décide de prendre le risque ou non. Et ensuite, une fois que vous rentrez, quand est-ce que vous décidez de sortir? Parce que c'est triste, mais la majorité des alts, si vous les gardez sur le long terme, vous pouvez pas avoir une vision sur la plupart des alts sur 10 ans, 15 ans, 20 ans. À la limite, vous pouvez le faire sur du Bitcoin et de l'Ether, et encore. L'Ether, ça peut être compliqué aussi, hein, d'accord, hein, c'est beaucoup plus récent Excusez-moi, que le BTC. je viens juste de voir passer un commentaire, c'est pour ça que vous me voyez rigoler, parce qu'en fait, je ne sais pas au début si c'est réaliste ou si c'est du troll. Le marché crypto, alors je coupe le premier message qui n'était pas intéressant. Le marché crypto, c'est pas le marché boursier que des investisseurs long terme qui analysent les projets de fond en comble, fondamental, aspect technique. Il faut être réaliste, j'investis si un youtubeur me dit car ça va faire un fois 100. Voilà, Non, tu mais vois, c'est en un fait, troll, je le connais. Monsieur voilà, Nobody, c'est un troll, c'est un troll, c'est un troll. c'est pour ça, tu vois, quand je dis ça, moi au début, ça me fait rigoler. Mais le problème, c'est que, outre la vanne, hein, en plus, sur ce genre de choses, c'est qu'il y a vraiment des personnes qui fonctionnent encore comme ça. Et que là, on arrive dans une phase où plus ça avance, plus les personnes vont réfléchir de cette manière-là. Et comme tu disais, des projets qui sont, mis en avant par des influenceurs, des youtubeurs, des personnes qui ont un certain pouvoir auprès de leur audience. Là, je trouve qu'il n'y a pas encore trop de stars qui se sont mêlés à ça. Souvent, on les voit débarquer. Tu sais, des mecs qui ont rien à voir, des gars de la télé-réalité qui commencent à pousser un peu des cryptos. L'avantage, en fait, de faire une analyse, même succincte, quand on vous parle d'analyse fondamentale, c'est vrai que vous avez toujours tendance à penser que ça peut être quelque chose qui peut être assez lourd. Et en vrai, on peut en faire une qui dure plusieurs heures, sur lequel on va vraiment creuser dans le détail. Mais si vous avez déjà une méthodologie qui est rapide, qui est simple et qui est efficace pour au moins débunker la plupart des projets ultra rapidement, bah, ça vous évitera en fait de vous faire rug dans la majorité des cas. Des fois, il suffit tout simplement d'aller voir ce qui se passe au niveau des holders pour voir que ça pue. Vous allez ne serait-ce que sur un Etherscan, vous tapez l'adresse du contrat, ou vous tapez le nom du ticker, le nom de la crypto, vous avez déjà une première information, vous savez que ça ne va pas en fait. Après, il y a plein d'autres indices, il y a plein d'autres éléments qui font que, on est surpris. Je sais qu'il y a un reportage dont la commu, française a pas mal parlé, qui est un reportage de chez, Micode, justement sur les Ponzi là qu'il a sorti, récemment et dans l'analyse qu'il fait dans le documentaire, un an, il parle d'Omega Pro, qui était un MLM et très connu, qui avait essayé de faire un peu de crypto et là, d'une autre société qui s'appelle, Exaku. Je vous invite à aller le voir ce documentaire, il est plutôt Très assez bien bien fait. fait. Et justement, il met en avant, une crypto, du moins Exaku met en avant cette crypto-là. Et quand tu regardes avec le peu d'infos qu'il donne, tu vois? Sans même aller voir les contrats et autres, avec le peu d'infos qu'il donne, tu te dis: «Mais il y a tout qui sent le scam». Il y a tout sur la page d'accueil, il y a tout qui C'est un sent truc le de scam. malade, hein. C'est C'est un même truc c'est de même malade, c'est hein. même pas recherché, en fait. Il y a tout qui sent le scam et vous avez pas besoin d'avoir des connaissances expertes, en fait, pour déjà éviter ce genre de choses. Et pourtant, il y en a plein qui tombent dans le panneau et qui achètent. Ce qui ne veut pas dire, comme dans tout système de Ponzi,
Si vous êtes le premier à rentrer, ou dans les 3 premiers ou dans les quelques premiers à rentrer, oui, vous allez gagner de l'argent. Et Après, c'est BitConnect, vous ça et a été votre ça aussi, hein. mentalité. BitConnect, C'est ça a quoi? été ça. Les premiers rentrés, Ouais, ils ont fait des BitConnect, couilles, hein. Hyperconnect, il y en a eu plein, en fait. Le problème, c'est que quand vous serez pas dans les 3 premiers à rentrer dans le cercle crypto. On vous en a déjà parlé, regardez les mouvements des baleines, regardez les mouvements des insiders, vous ne serez pas dans les 3 premiers. Donc vous avez beaucoup plus de chances de rentrer dans les derniers et de vous faire rug vos fonds que de gagner de l'argent. Et à partir du moment où vous comprenez que vous êtes dans les derniers à rentrer, que les informations, elles sont potentiellement biaisées, que quand on vous promet du rendement, vous allez ramasser. C'est des choses qui doivent vous faire tilt, en fait. Moi, le nombre de personnes qui viennent me voir, qui me disent: «J'ai ça en portefeuille, j'ai ça en portefeuille, j'ai ça en portefeuille», je dis: «Mais est-ce que tu es allé au moins sur la page d'accueil du site?» Ouais, c'est ça. C'est un truc de fou. En Ils ont fait, c'est même pas déjà pris le juste le temps d'aller truc. sur la page d'accueil du site. C'est juste, Ouais. cherche la page d'accueil du site, tu regardes, est-ce que déjà ça sent pas le scam à plein nez? Et il y en a plein qui sont en mode, «Ah mais si j'avais vu la page, j'aurais pas investi dessus». Mais je sais pas, c'est le baba. Tu une crypto, faut au moins que tu saches ce que c'est, en fait. C'est ça, en fait, juste de commencer à faire un minimum de recherche. D'accord? On ne vous demande pas de passer 8 heures à analyser un projet. D'ailleurs, ce qu'on fait, par exemple, sur la partie crypto-investisseur, l'objectif, c'est de vous faire gagner énormément de temps. Il y a des outils d'analyse pour vous permettre de segmenter les recherches et de vous dire, en fait, déjà, ça passe pas les deux, trois premiers critères, on va pas plus loin dans la recherche. Donc, ça fait partie des choses qu'on vous présente et qu'on vous enseigne dans la partie crypto-investisseur. Mais il faut faire ce travail-là parce qu'en fait, je sais plus qui c'est qui disait qu'il fallait avoir de la conviction. Alors, j'ai plus retrouvé le truc, mais qu'il fallait avoir de la conviction et que c'était compliqué d'avoir de la conviction, y compris quand il y a des corrections, etc. Et c'est justement si tu comprends bien le projet, si tu maîtrises ce qu'il y a à l'intérieur, que tu as fait ton travail d'analyse, etc., et que tu suis véritablement ce qui se passe et que tes décisions ne sont pas prises juste parce que tu as entendu un tel ou un tel qui te dit que ça va augmenter et que parce que c'est des éléments qui sont factuels et pragmatiques, tu ne te poseras pas la question. Tu te dis, en fait, je décide de placer mon argent dessus ou je décide de renforcer mes positions parce qu'il y a des éléments spécifiques qui m'indiquent que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? C'est ça le plus important. Quand nous, on décide de recharger sur des projets ou quand on décide de rester encore investi sur le marché crypto, c'est pas parce qu'on se dit on fonctionne à l'espérance en se disant oh, ça va augmenter plus tard. Non. Si tous les indicateurs qu'on analyse et qu'on suit régulièrement, quotidiennement, nous disent que là, ça pue la merde, faut sortir, mais même si on est en perte, on va sortir. Parce que si c'est amené à baisser en crypto, c'est amené à baisser très, très, très fortement. Donc, les décisions que vous prenez, si aujourd'hui, en fait, c'est basé sur ce qui se dit sur les réseaux sociaux et sur ce que vous voyez, mais que vous ne maîtrisez pas et que vous ne comprenez pas ce qui se passe, c'est un problème. Tout comme si vous Ouais, décidez de faire justement. votre stratégie de sortie en vous basant sur le top d'un cycle, sur un projet crypto, en vous disant cette crypto, elle est là depuis longtemps, c'est forcément un gage de qualité et de garantie. On pourra s'amuser à regarder le top 10 de 2013, 2015, 2020, 2022, etc. Vous verrez que le top 10, c'est pas un gage de qualité, ça change à chaque fois. Et justement, tu vois, tu disais, que certaines personnes font une confiance aveugle en certains, youtubeurs ou certains influenceurs. Je sais même pas qui c'est cette personne-là, mais il dit que la meilleure techno aujourd'hui, c'est Solana et qu'Ether se développe trop lentement. Est-ce que tu es allé voir comment fonctionne la techno de Solana? Est-ce que tu es allé voir comment fonctionne la techno d'Ether? Et après, à partir de là, est-ce que tu es capable d'avoir ton avis, de te dire: «OK, est-ce que les choix technologiques et la façon dont une blockchain va fonctionner, est-ce que c'est mieux de cette manière-là? Est-ce que c'est mieux de cette manière-là? Et est-ce que le marché est fait par Solana ou est-ce que le marché est fait par Ether? Et quelle est la place et les parts de marché que je vois pour Solana? Quelle est la part de marché que je vois pour Ether? Les communautés qui sont avec, le fait que Solana est parti au tapis et qu'il y a eu des mensonges et que, par exemple, Ether a eu effectivement un fork suite à The DAO. Tu vois, tu peux trouver du bon et du moins bon dans les différents éléments. Mais faites très attention. Nous, on n'est pas là à vous dire ce projet-là, il est mieux que celui-là. Parce que souvent, les personnes qui vont faire ça, elles ont un intérêt économique derrière. Elles en ont dans leur bac. La plupart des gens qui vont vous dire, ce projet-là, sans étayer avec des arguments. Quand vous avez des arguments et qu'on vous présente des choses, vous pouvez aller vérifier. Tout ce qu'on vous montre, vous pouvez le vérifier, hein. Nous, on sort jamais des choses de notre chapeau. Mais quand on vous dit juste: «Ce projet-là, il est mieux que celui-là», sans vous donner des arguments qui sont factuels, c'est comme dire, «Le soleil, c'est plus beau que la lune», en fait. Ça sert à rien. J'essaie de me retenir pour éviter de sortir certains mots sur YouTube, mais ça, c'est complètement inutile. Et donc là, la seule chose que je t'invite à faire, c'est tout simplement d'aller voir les technos, de prendre le temps de faire un peu d'analyse fondamentale,
mais juste sur cet aspect-là, si cet aspect-là qui t'intéresse. Et tu verras qu'en fait, de la documentation, il y en a pour ces 2 projets-là. C'est des projets qui sont assez anciens, qui ont été plutôt pas mal documentés et oublie tous ceux qui sont là à donner leur avis à l'emporte-pièce. Ça sert strictement à rien. Ça va plus te desservir qu'autre chose. Mmh. C'est ce que disait Mister Nobody, hein, oui, je confirme, Michael, les gens qui ont investi, sans regarder la page web du site de la crypto. Mais ça, c'est un truc de malade, hein. Et franchement, un truc de fou, tu vois? Quand j'ai regardé le documentaire de Micode, heu, tu vois? Quand tu t'intéresses à la finance, que ça fait des années que tu investis, que tu te renseignes et cetera et que tu as un minimum de connaissances sur le sujet, déjà, dès le début, tu te rends compte que ça pue la merde l'histoire. Tu vois, quand les mecs ils te disent en bourse, ils avaient un truc là chez Exacou, il te dit, alors déjà ils ont aucun 33 agrément, hein. 33 par an, 33 Ouais, par an et sur plusieurs années. 33% par an. Et attends, si Donc tu investis sur le plus long terme, ça peut être du 66%. Tu vois le truc, 66%. C'est-à-dire que tu fais mieux qu'un Warren Buffett. Tu vois, genre, un truc de malade. Ils n'ont pas l'agrément pour gérer le pognon. Et derrière, quand tu commences à poser des questions sur comment le pognon et comment tu génères l'argent, non, mais ça, c'est pas intéressant. T'inquiète pas, tu as juste là, tu as deux boutons. Tu as le montant que tu déposes et tu as le bouton déposer. C'est non, tout. après, il te dit: «C'est du cashback». C'est Du pas de l'argent cashback que tu gagnes, aussi. Ah ouais, c'est du cashback. C'est c'est du cashback. 150 de cashback. Mais en T'inquiète. fait, ce qui est triste dans ce genre de truc, c'est que tu as des gens qui se retrouvent là-dedans parce qu'en fait, ils ont tellement mis d'argent, ils ont tellement mis de temps et d'énergie. Et là, on en arrive au biais émotionnel que j'ai évoqué tout à l'heure, qui s'appelle l'aversion à la perte. C'est-à-dire que quand tu as mis tellement de choses, tellement de cœur, tellement d'énergie, tellement de temps et tellement d'argent dans un projet, accepter le fait que ce truc-là, ça soit de la pure daube et que tu te sois trompé, c'est tellement difficile que tu voudras pas et tu seras prêt à continuer de mettre du pognon, à continuer à te foutre dans la merde, continuer à rester dans ce truc-là et à t'entêter, quitte à ce que ça te mette encore plus dans des positions compliquées. Parce que voir la réalité en face, c'est dur. C'est extrêmement dur. Et ça, on le voit donc dans le documentaire de Micode, mais c'est valable aussi en crypto et de partout ailleurs, hein. Le nombre de mecs, il y a eu une vague, c'est C'est le biais malheureux, hein, mais une d'engagement. vague. Hein. C'est le biais d'engagement. Chercher, il y a un biais Ouais. cognitif qui s'appelle le biais d'engagement qui est justement sur ça. Où, à partir du moment où tu es entré dans quelque chose, bah, tu estimes que la perte est trop importante, même si tu sais que tu vas dans le mauvais chemin et on le voit avec, Adam là dans le reportage où le mec il dit: «Non, non, mais t'inquiète pas, je l'appelle pas». 10 minutes après, le mec est à peine sorti, il appelle le grand boss de chez Xaku en mode, «Oh, tu sais pas ce qu'ils m'ont dit». Tu sens que le cerveau il est complètement il est biaisé. Mais ça, il faut être conscient qu'on est tous biaisés, hein. Il faut pas, dire: «C'est cette personne-là». On a tous ces biais cognitifs. Les biais cognitifs, c'est quelque chose qui est global et qui est général à l'ensemble de la population. Après, vous pouvez mettre des barrières pour vous en protéger. Ça, c'est une réalité. Mais ne pensez pas que vous êtes au-dessus de la mêlée sur les biais cognitifs, hein. Non, mais tout le monde, hein, est sujet à ça. Même, comment il s'appelait, Charlie Munger, qui a écrit le livre de l'almanach où il présentait les différents biais cognitifs. Il disait que même lui, a priori, Charlie Munger et Warren Buffett, c'est quand même des personnes qui savent à peu près investir, on est bien d'accord. Et même eux te disaient que ils étaient forcément sujets à ces biais-là et que c'est pour ça qu'ils avaient arrêté. En fait, à un moment donné, ils avaient eu dans leur histoire, ils avaient essayé de racheter des entreprises aux enchères, donc un peu comme l'immobilier, tu sais, où tu peux acheter aux enchères et tout. Et ils l'ont fait, mais en fait, ils se sont fait avoir avec leur biais plusieurs fois et tout, parce que bah, tu te fais entraîner. Tu te dis, putain, l'autre, il a investi, et ben moi, je vais lui montrer que j'ai plus de pognon que lui, tu sais, je vais mettre plus cher. Mais en fait, ton bien, tu l'as acheté 3 fois le prix, tu vois. Et du coup, voilà, c'est normal, tu vois. C'est des trucs qu'ils ont fait, c'est pour ça qu'ils n'ont jamais été friands de ce truc-là. Mais comprendre que euh, quand vous vivez quelque chose qui est compliqué, comme là, par exemple, dans le documentaire de Mikots, qui était montré avec la pyramide de Ponzi, vous allez toujours avoir au-dessus des gens qui vont vous dire c'est compliqué, mais est-ce que tu le veux vraiment il faut développer ton mindset et tout. Et que si tu foires, les stats montraient que 99,7% des gens dans ce genre de truc mordent la poussière et bouffent le carreau, d'accord. Ils gagnent pas une thune. Et si tu foires, ces mecs-là vont te retourner le cerveau et vont faire en sorte que de toute façon, tu ne plaindras pas parce que tu auras honte d'avoir perdu de l'argent. Tu te diras, putain, en fait, on me l'avait dit, mais je le savais, mais tu as tellement honte d'avoir vu ce truc-là. Et on te dira, de toute façon, si tu n'as pas réussi, on va te culpabiliser. On te dira, c'est que tu ne le voulais pas vraiment. C'est ton mindset, en fait, qui déconne. Évidemment. Évidemment. C'est pas ce truc-là C'est qui était toujours plus prouvé. simple parce que c'est le biais de confiance que tu vas exploiter, en fait. Tu vas ramener tes proches, et tu le vois, lui, dans le début du reportage, c'est ça, c'est le point d'entrée. C'est à quel point, justement, Ouais. ces réseaux vont utiliser tes réseaux de confiance pour s'appuyer dessus et pour te faire n'importe quoi. Et le problème, c'est qu'il y a beaucoup de projets crypto qui fonctionnent un peu sur ce sentiment-là.
Et vu comme les personnes, elles sont déjà impliquées dedans et qu'elles ont déjà mis de l'argent dedans, à partir du moment où ça commence à augmenter un petit peu. Tu sais, ils achètent un même coin, ils achètent pour, je sais pas, 100 d'un même coin. Ça commence à augmenter. Ils vont en parler à tout le monde autour d'eux. «Ah ouais, tu sais pas, j'ai acheté ce même coin là, il a fait, j'ai gagné, déjà, 20 dessus en 2 jours». Sauf qu'en fait, la charte, elle fait comme ça, elle fait hop, boum et après elle part complètement au Ouais. tapis. Et donc en fait, tous ceux qui vont être rentrés après, qui connaissent, vont partir au tapis avec des grosses pertes et puis lui aussi, parce que de toute façon, il a pas pris de gain et après il va dire: «Ah ouais, non mais» il va essayer de remettre la faute sur quelqu'un d'autre et puis ainsi de suite. Il y a un commentaire qui me fait rigoler, c'est, Guillaume qui dit: «C'est pareil quand tu investis sur une relation, souvent tu as du mal à rollback quand elle a un bon tarma». Ouais, ouais, mais voilà, il y a des relations qui sont plus ou moins pourries aussi, ouais. Bon, Mais c'est peut-être toujours reprendre sur pareil. la ouais, ouais, c'est toujours pareil. À partir du moment où tu es dans un truc, c'est toujours compliqué et comprendre qu'on perd vite son objectivité et Ouais, qu'il faut quand se tu es forcer à engagé. essayer de la retrouver. Exactement. Quand tu es hyper engagé sur un sujet, c'est extrêmement dur de pouvoir prendre le recul et de te dire, en fait, peut-être que la meilleure chose à faire pour toi, bah, c'est de te séparer de ça et donc d'accepter, en fait, de te couper un bras. C'est un peu comme une gangrène, hein, en fait, hein. Tu as un bras qui commence à se gangréner, ça fait chier de te couper un bras, mais c'est soit ça, soit tu meurs, en fait. Et là, dans l'investissement, bah, des moments, la meilleure chose à faire pour sauver ton portefeuille, c'est d'accepter, en fait, de sortir, complètement de tes positions perdantes, tout simplement.